Bonjour et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, ici Ghislain Plourde. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à la séance du Conseil municipal joannais de mars. Nous aurons pour vous aujourd'hui 2 sujets sous forme de résolution. En seconde partie d'émission, vous apprendrez que la ligne d'autobus interurbaine 96 va finalement s'arrêter au REM de Brossard à compter de mai prochain, qu'il n'y aura pas possibilité pour certains autobus de poursuivre jusqu'à Montréal. Mais d'abord, parlons de l'église Saint-Gérard-Magella, puisque le sort de l'ancien bâtiment religieux est maintenant connu et scellé. En effet, la Ville et le propriétaire de l'endroit ont convenu d'une entente de principe qui met fin aux procédures judiciaires. L'église sera démolie et un immeuble résidentiel d'une quarantaine de portes verra le jour sur le même site. Place donc à ces faits saillants issus du Conseil municipal du 24 mars dernier. « 14.13.1 Demande d'approbation d'un projet d'habitation dérogeant à la réglementation d'urbanisme. » Monsieur le maire. Monsieur Hacherel. Que le Conseil municipal décrète par la présente résolution découlant de l'habilitation de l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, les autorisations et les conditions énumérées ci-dessous, et ce, malgré la réglementation applicable et le PPCMOI 2019-4444, à savoir d'autoriser le projet pour l'immeuble constitué des lots 3 89 094 et 6 295 163 du cadastre du Québec est situé au 635 rue Dorchester, soit la modification de la résolution PPCMOI 219-4444 afin de permettre la démolition complète du bâtiment principal, soit l'ancienne église Saint-Gérard-Magella, l'agrandissement d'un bâtiment principal destiné à la classe d'usage habitation multifamiliale, afin d'aménager dans cet agrandissement, phase 4 du bâtiment principal, un maximum de 40 logements, ainsi que l'aménagement du terrain, aire de stationnement et aménagement paysager. Appuyeur. Non, pas terminé. Désolé, Monsieur le maire. Il fallait que je scrolle. Que les frais de redevance soient payés lors de la demande de permis, soit une somme représentant 5 000 $ par logement, et ce, malgré la modification ou l'abrogation ou l'annulation du règlement sur la redevance au développement numéro 2212. Que la demande de permis de construction soit accompagnée d'une lettre de garantie bancaire irrévocable ou toute autre forme de garantie financière équivalente à la satisfaction du conseil municipal d'un montant de 100 000 $ et que celle-ci doit garantir cette somme jusqu'à ce que soient complétés les travaux, que le requérant verse à la Ville une contribution financière de 200 000 $ destinée à un fonds municipal visant la réalisation de projets de logements sociaux et abordables ou tout autre fonds déterminé par la Ville. Ce montant devant être payé dans un délai de 180 jours suivant l'émission du permis de construction autorisant la réalisation du projet. Cette contribution sera affectée exclusivement au financement de mesures de programmes ou de projets municipaux en matière d'habitation sociale ou abordable. Appuyeur. J'appuie. Madame Dufresne. Je demanderai le vote. Madame Tremblay demande le vote. Donc, à vous de vous exprimer, Madame Tremblay. Bien, ce dossier-là, c'est l'exemple parfait de ce qui arrive quand on laisse traîner les choses, puis les situations se dégradent, puis les options se réduisent. Mais ce soir, en fait, au cœur du problème, il y a surtout un manque flagrant de transparence. À mon sens, quand on regarde l'ordre du jour, c'est pas une évidence qu'on est en train de parler de ce dossier-là qui a fait polémique depuis plusieurs années. Donc, le point qui est inscrit à l'ordre du jour ne mentionne pas l'église Saint-Gérard-Magella, ce qui rend très difficile, voire impossible pour les citoyens d'être adéquatement informés puis de se mobiliser. Par contre, on voit autour de la table qu'il nous manque des élus qui ont déjà eu à se prononcer par le passé sur cette même question. Donc, on peut être en droit de se demander si ça force justement une issue ce soir. Donc, moi, je pense qu'une telle omission empêche un véritable débat public puis limite la participation citoyenne sur une question majeure pour laquelle, dans le fond, il y avait eu des ententes citoyennes et promoteurs et élus. Donc, c'est pour ça que je demande le vote sur la question. Qui veut s'exprimer pour? Monsieur le maire, moi, je vais m'exprimer pour, même si j'ai déjà voté contre dans un comité de démolition. Je pense que dans ce dossier-là, c'est un dossier qui est chaud pour la population et les gens qui sont ici probablement ce soir pour ce dossier-là aussi.
À la base, je pense qu'on avait le désir de préserver le plus possible l'Église, qu'on souhaitait consulter la population pour voir qu'est-ce qu'on allait faire avec tout ça. On a avancé dans le processus. Notre collègue, M. Hacherel, a même relancé sur les réseaux sociaux, essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres types d'usages qui pourraient être utilisés pour le bâtiment autre que le résidentiel. Il n'y a pas eu de réponse claire là-dessus. On a essayé de voir toutes les possibilités. On a retourné toutes les pierres dans ce dossier-là. Pour moi, bon, il y a la question du patrimoine, il y a la question de l'état du bâtiment qui n'est pas en très bon état. C'est sûr que ça fait longtemps qu'il est abandonné, ce bâtiment-là aussi. Peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on devrait avoir une réglementation qui permet de mieux surveiller un peu nos bâtiments patrimoniaux pour lesquels on a de l'intérêt à la ville? Il faudra se poser la question pour la suite. Je pense que, comme Mme Tremblay disait, je pense on a du retard dans tout ça. Mais pour moi, le fait que, bon, il y a des bons montants d'argent qui viennent avec ce projet-là, qu'il y a un fonds aussi qui va aller en logement social, ça nous apporte des nouveaux logements, des nouvelles taxes, des nouvelles redevances. Au niveau financier, la Ville a besoin de ces moyens-là aussi pour avancer avec ses projets. Donc, je vais être pour le projet de PPC Moi. Merci. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer contre? Je vais m'exprimer contre. Moi, je vais y aller avec le déni de démocratie. On va vous dire ce soir que cette décision fera économiser des sous aux contribuables, que ce sera bénéfique monétairement, que le promoteur paiera les contraventions, qu'il paiera ses redevances, règle que les citoyens doivent suivre de toute façon. De plus, que le promoteur contribuera même pour du logement social, on l'a nommé à hauteur de 200 $. 200 000. 200 000 excusez-moi. Qu'est-ce que ça lui en aurait coûté de simplement respecter l'entente? Certainement beaucoup plus. Le contracteur sera gagnant sur toute la ligne et sur tous les aspects, financièrement, contractuellement, moralement. On vous dira que c'est le meilleur deal possible. On vous dira qu'on n'a plus le choix et qu'il faut agir vite. Mais on était dans l'urgence du vote en septembre. Où était l'urgence en septembre dernier? On avait voté contre ici. On vous dira que les citoyens ne veulent plus de l'Église, que lors du porte-à-porte, les gens n'en voulaient plus. C'est certain que de laisser à l'abandon l'Église et de laisser traîner le terrain sans intervenir, après 10 ans de laisser aller, j'en aurais marre, moi aussi, en tant que citoyen, d'avoir ça devant chez moi. On vous dira que la situation a évolué tant que ça, au point de changer son vote depuis septembre dernier, ça fait seulement 6 mois. On vous dira que c'était l'administration précédente. Les gens autour de la table sont les mêmes que ceux qui étaient là il y a 6 mois. Cette urgence soudaine pose une question de fond. Où était l'urgence lorsque le promoteur avait l'obligation de préserver le bâtiment? Pourquoi avoir toléré l'accumulation de débris de la part du promoteur pour aujourd'hui nous forcer la main vers une décision irréversible? Les contraventions étaient-elles assez dissuasives? En 2016, 138 citoyens sur 230 signataires se sont mobilisés, la plus forte mobilisation dans l'histoire de Saint-Jean à ce moment-là, pour la démolition de l'Église. En 2019, un référendum confirme cette même volonté. La population choisit de préserver l'Église Saint-Gérard-Magella et d'y permettre un projet résidentiel mixte avec des logements et des espaces communautaires. Le PPC Moi est clair. Le promoteur doit rénover le bâtiment et l'intégrité et l'Église et l'intégrer au projet. C'est cette condition qui a justifié l'appui des citoyens et l'aval du Conseil. Le 12 décembre 2024, en consultation publique, une majorité de citoyens réitère encore une fois son opposition à la démolition. À chaque étape démocratique, le message est resté le même. Constant, limpide, sans ambiguïté, la population n'a jamais appuyé la démolition. Pourtant, aujourd'hui, on nous demande d'y consentir. Encore une fois, la volonté citoyenne n'a pas été respectée. C'est le Far West municipal. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer en faveur? Oui, je vais m'exprimer en faveur. Puis cette fois-ci, je n'aurai pas un discours populiste. Je vais avoir un discours qui est réaliste et cohérent et logique. Il faut avoir le moyen de nos ambitions.
Les dernières années, moi, je vais vous dire bien franchement, ça fait 13 ans qu'on parle de l'église Saint-Gérard. On a eu des idéations, des projets d'idéation. On a voulu faire un bolodrome. On a voulu faire, ça a changé. Après ça, on a voulu faire une bibliothèque. La capacité portante pour faire une bibliothèque était insoutenable. Il fallait investir des millions. Après ça, le promoteur a fait des études architecturales pour voir s'il était capable de préserver le bâtiment. On fait un petit trou, l'architecture de la façon qu'elle est faite, il n'y a rien à faire, à part faire une salle communautaire, puis la ville a tout simplement pas les moyens de mettre des sous là-dedans. Donc là, c'est de prendre une décision qui est rationnelle. J'étais pour la démolition avant les dernières élections. Je me suis prononcée en public. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure décision. Est-ce que ça m'attriste? Oui. Mais on ne gère pas ici avec nos émotions. On va gérer avec notre capacité de payer en tant que citoyen. Une autre personne veut s'exprimer contre? Oui, je vais m'exprimer contre. Je vais aussi tenter d'être rationnel, non dans les émotions. Je comprends que c'est un dossier épineux. Je suis vraiment conscient que c'est un dossier qui traîne, que c'est un dossier qu'on est tanné de ramener. Moi, je vais m'exprimer contre, mais sur la question du fond. Je pense que c'est ça qu'on essaie de nommer, même Jérémy l'a nommé. Donc, je m'exprime contre pour éviter de créer un précédent, puis lancer un message fort aussi pour ceux qui souhaiteraient peut-être faire des mêmes tentatives dans le futur. Donc, le promoteur, il était au courant, bien avant l'achat, de l'ampleur des réparations pour l'église Saint-Jérôme-Magellan. Il y a une évaluation professionnelle qui a été faite. La paroisse, elle avait constaté l'ampleur des interventions qui étaient requises, et ça, on parle là, au printemps 2015. Au total, on parle des travaux plusieurs centaines de milliers de dollars, on parle peut-être même de millions. Après la mise en vente, plusieurs promoteurs se sont intéressés au site, principalement pour des projets résidentiels impliquant la démolition. Or, sachant que son projet initial avait échoué, le promoteur avait d'autres options, notamment revendre l'immeuble. Il a plutôt choisi de prendre des engagements envers la ville qu'il n'a pas respectés. Ça, je le répète parce que c'est important dans ce qu'on dit. Ce qu'on demande ce soir, c'est d'entériner cette façon de faire et accepter la démolition dans ce contexte envoie un signal préoccupant. Et ça revient à dire qu'un promoteur peut laisser un bâtiment se détériorer malgré ses engagements en attendant que la situation devienne irréversible. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et donc, c'est là-dessus que je veux qu'on entende mon vote contre. Merci. Autre personne veut s'exprimer en faveur de la résolution? Moi, je vais m'exprimer en faveur. Moi, j'étais sur le CCU quand le dossier a commencé à être traité. Ça a duré des années. Il y a eu des changements de règlement. Le promoteur a dû s'ajuster aux changements de règlement. Il a fait des plans par-dessus des plans, puis des plans. Il a quand même dépensé beaucoup de sous. Je ne dis pas que c'est parfait, son dossier, mais je pense qu'on est rendu à un point que là, on doit prendre une décision finale. D'ailleurs, suite à la dernière réunion qu'on avait eue publique, il y a des gens dans la salle qui sont là aussi, qui étaient venus me parler, qui m'expliquer leurs problématiques qu'ils ont. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est assez. On a besoin d'avoir du changement dans ce secteur-là. Puis, félicitations de vous battre pour pouvoir avoir un meilleur environnement. Merci beaucoup. Autre personne veut s'exprimer contre la résolution? Monsieur Ascherel, je vous laisse compléter. Il n'y avait plus de pour. Y avait-tu d'autres pour? Je pourrais y aller avec un pour, moi aussi. Donc, c'est un dossier qui traîne depuis très longtemps. Tout le monde a son opinion là-dessus à un moment donné. Moi, j'ai regardé l'ensemble. Je veux avoir une vision d'avenir. Puis maintenant, est-ce qu'on se retrouve avec un chemin, là? Donc, c'est la croisée des chemins. Est-ce qu'on continue à s'empêtrer dans un problème qui va être difficile ou bien on va de l'avant? Moi, j'ai été avec qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour l'ensemble des citoyens. Est-ce que c'est ce qu'on aurait souhaité? La réponse est non. Est-ce que c'est ce que j'aurais souhaité? La réponse est non également. On parle de nouveaux logements. On va parler d'embellissement aussi du quartier. Je pense que les gens, si je regarde les citoyens autour, j'habite pas là, mais je pense quand même qu'il y a quand même une volonté de voir avancer les choses, qu'on passe à une autre étape.
on vit une crise du logement, donc c'est une offre supplémentaire sur le marché. Ça vient atténuer le prix des maisons. C'est peu, mais quand même, c'est quand même un grain de sable, mais quand même, ça fait avancer les choses. Je pense qu'il faut mettre de l'avant la rentabilisation de nos espaces constructibles afin d'éviter l'étalement urbain lorsque c'est nécessaire pour favoriser la densification. Je pense que c'est un enjeu qui était dans la dernière campagne électorale auprès de toutes les équipes. Donc, pour ces différentes raisons-là, je vais voter pour. Merci beaucoup, M. Boucher. Donc, M. Ascherel, maintenant, à vous la parole. Merci. Je suis d'accord avec la très grande majorité des arguments entendus par mes collègues pour ou contre, par ailleurs, sauf peut-être le déni de parole des citoyens. Il y aura une consultation qui viendra là, en avril. On suit la procédure qu'on se doit suivre, selon moi. Je considère que c'est une entente imparfaite, mais acceptable dans une situation qui est exécrable. On a hérité d'une mauvaise main dans un très mauvais jeu de cartes. Et aujourd'hui, on prend la décision d'arrêter les frais, de mettre fin au supplice, mais ce, après avoir maximisé les retombées positives, puis c'est la grosse différence par rapport à septembre dernier. Cette saga qui se termine doit nous servir de leçon. Ça ne doit plus jamais se reproduire. Jamais. Je vais être très clair, là, sauver l'Église était une ambition légitime, mais dans la réalité johannaise de 2026, pas 2015, pas 2018, 2026, on n'est pas en mesure de le faire. Du moins pas en assumant toutes nos responsabilités, pas si on refuse de pelleter nos problèmes par en avant. Pendant la campagne, j'ai rencontré, et ce n'était pas un sondage, j'ai rencontré la grande majorité des résidents de mon quartier. Je peux me tromper, mais je crois qu'une majorité déplore le fiasco qui a permis la détérioration du bâtiment. Je pense aussi qu'une majorité claire souhaite la fin du statu quo, de la lente agonie de l'Église. Bien sûr que si on reculait dans le temps, on aurait d'autres options. Là. Si on aurait dû, oui, c'est vrai, 100%, on aurait dû. Ouais, mais si seulement on avait, mais on n'a pas. Fait qu'on pourrait ceci, on devrait cela, oui, d'accord, dans un monde de licorne, en oubliant notre portrait financier actuel qui est pas reluisant. On doit être responsable et cohérent dans toutes nos décisions, même dans celles qui ne nous plaisent pas. Si on ne peut pas dépenser des millions de dollars qu'on n'a pas, par ailleurs, là, pour restaurer un bâtiment qui ne nous appartient pas. Grâce à cette entente, nous allons sortir de terre 40 appartements de qualité, parce qu'on sait ce qui a été fait avant, dans un contexte où le logement est un enjeu social majeur. Régler hors cours et éviter des frais juridiques, sans parler des autres frais en cas de défaite devant les tribunaux. Récolter près de 600 000 $, dont approximativement 105 000 $ de taxes récurrentes annuellement. Redonner une meilleure qualité de vie aux citoyens habitant à proximité. Puis ça, c'est pas rien. Ça fait 8 ans que les résidents riverains vivent aux abords d'un chantier avec tout ce que ça implique. Arrêter les frais opérationnels cachés. Ça, on n'en parle jamais. Hein? Je fais référence à toutes les heures de travail qui ont été investies dans ce dossier-là par les employés de la Ville. On ne les comptabilise jamais. Vous savez quoi? Pendant que 1, 2, 3 ou 5 employés s'occupent d'un dossier qui traîne en longueur, là, ils ne sont pas en train de s'occuper d'autre chose de plus productif, mettons. J'en profite pour remercier d'ailleurs tous ceux qui ont travaillé à créer ce terrain d'entente, là où il y avait à rien, il y a à peine 4 mois. Dans un contexte exécrable, seulement dans ce contexte, cette décision est la meilleure que nous pouvons prendre. Je vais voter pour. Merci beaucoup, M. Ascherel. Avant de procéder au vote, je vais aussi m'exprimer sur ce dossier-là. Tout d'abord, vous devez comprendre qu'ici, c'est une première étape. Donc, ce soir, on autorise le dépôt du projet. Suivra le lundi 20 avril une assemblée publique de consultation. Après quoi, le projet sera entériné à nouveau ici même en conseil le mardi 28 avril 2026. Puis à ce moment-là, les absents seront probablement présents. Puis Mme Tremblay, vous aurez l'occasion de les entendre. Par la suite, conformité à la MRC du Richelieu à la séance publique du mercredi 13 mai et dès le lendemain, le jeudi, le promoteur sera autorisé à, bien sûr, démolir et à construire. C'est une entente de principe qui prévoit le retrait de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure et le retrait
de la mise en demeure qui comportait des réclamations monétaires importantes. Vous savez, dans ce genre de dossier-là, leurs avocats leur disent qu'ils ont des chances de gagner, nos avocats nous disent qu'on a des chances de gagner, mais la résultante, c'est qu'on ne sait pas qui va gagner. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'un dossier comme ça peut traîner encore pendant de nombreuses années avec des centaines et des centaines de milliers de dollars d'avocats. On est confronté à un bâtiment qui, au moment où le diocèse l'a vendu, je vais utiliser des mots crus, en 2015, le bâtiment était d'ailleurs inoccupé depuis 2 ans, il était scrap. 10 ans plus tard, il est encore plus scrap. Savez-vous quoi? Dans 5 ans, il va l'être encore pire. C'est plate, ça n'aurait pas dû se passer de même, mais à un certain moment, il faut être pragmatique. Cette entente de principe, et d'ailleurs, elle est conditionnelle parce que les promoteurs doivent la respecter pour suivre la séquence que je vous ai donnée. Toutes les amendes encourues ont été payées. Il aura l'obligation de payer son 5 000 $ de redevance aux infras par porte. C'est 200 000 de revenus. En plus, parce que c'est ce qu'on souhaitait aussi, pour respecter un peu l'esprit de l'entente à l'égard de la communauté, il va verser un 200 000 $ dans le fonds du logement hors marché. Ça permet, oui, l'ajout de 40 nouveaux logements, et on est en crise du logement, et forcément l'ajout de taxation pour la ville. On vient surtout régler une situation qui pourrit la vie des résidents du secteur depuis beaucoup trop longtemps, et les portes des rues Faneuf et Lebeau, savez-vous quoi? Je les ai faits avec mon candidat Daniel Ascherel, qui est aujourd'hui votre conseiller. Pas vu grand monde qui m'a dit, M. Latour, on veut sauver l'Église. On est tanné de ce qu'on a d'en face, puis on veut que ça se règle. Et je salue ici le courage du conseiller Daniel Ascherel, parce que si Daniel Ascherel n'est pas d'accord avec ce qu'il y a ici, ben moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ça. Il est d'accord, il a le pouls de son terrain, je l'ai validé avec lui. Assez, c'est assez. Ce dossier-là a beaucoup trop tergiversé. Le temps est maintenant à la décision. Appel au vote, M. le greffier. Merci. Alors, Mme Dufresne? Pour. M. Santerre? Contre. M. Meunier? Pour. M. Boucher? Pour. Mme Tremblay? Contre. M. Ascherel? Pour. Mme Charbonneau? Pour. M. Boisvert? Contre. Alors, il y a 5 votes pour, 3 votes contre. Est-ce que vous désirez voter, M. le maire? Non, je n'ai pas besoin. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup. Et ça suivra, bien sûr, le 20 avril pour l'Assemblée publique de consultation. « 15.2. Modification de l'horaire du service de la ligne 96. » Proposeur. Monsieur le maire. M. Boucher. Considérant que le service de la ligne 96 sera désormais offert vers le terminus Brossard, REM et Panama à compter du 1er mai 2026, je propose que soit mis en place le nouvel horaire de la ligne 96 en vigueur du lundi au dimanche à compter du 1er mai 2026. Appuyeur. J'appuie. M. Santerre. 15.3. Modification de la grille tarifaire du service de transport en commun interurbain. Monsieur le maire, considérant que le service de transport en commun interurbain de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenu son service à destination du terminus centre-ville TCV de Montréal jusqu'à ce jour, que le conseil municipal adopte la grille tarifaire du service de transport en commun urbain et interurbain devrait entrer en vigueur le 1er mai 2026, laquelle est jointe la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyeur. J'appuie. Monsieur Boisvert. Je vais en profiter quand même, c'est un dossier très important pour y aller d'un petit moment d'information. Vous aurez compris que les résolutions que vous venez d'entendre font en sorte qu'à compter du 1er mai, bien sûr, on va se raccorder au REM tel que c'était prévu, évidemment, de longue date, avec la signature du dernier contrat avec Transdev. Par contre, et je le dis vraiment à regret, on ne pourra pas instaurer un système hybride et maintenir une liaison vers Montréal. Pour plusieurs raisons que je me permets ici de vous énumérer. Tout d'abord, on a tenté jusqu'à la dernière minute de préserver un quai privé à Montréal parce que vous savez qu'on perdait notre quai au mille de la Gauchetière, décision de la RTM. Et à venir, il y a 2 semaines, on avait un quai privé, mais malheureusement, à la dernière minute, le propriétaire de ce quai a retiré son offre, probablement pour préserver ses relations d'affaires avec les partenaires en transport. Conséquence, il y en a 2, 3. On aurait pu maintenir notre quai au mille de la Gauchetière, mais aurait fallu demander à nos autobus de passer par Mercier ou Jacques-Cartier, parce que Champlain, évidemment, est interdit à cause du REM. Ça n'a aucun sens. Autre option, continuer de passer sur Champlain,
mais aller au terminus de la rue Berry. Personne ne veut ça. Et ça, et tous les scénarios que je vous énumère, auraient entraîné évidemment des coûts excessifs pour les usagers. Écoutez, et pour avoir consulté plusieurs de mes collègues maires, Rive-Nord et Rive-Sud, dans les dernières semaines, le gouvernement a pris une décision d'investir nos argents pour bâtir un nouveau système qui s'appelle le REM. Et visiblement, toutes les contraintes ont fait en sorte qu'on était un peu comme le dernier des derniers, les Gaulois qui se battaient à la dernière seconde pour préserver notre lien avec Montréal. Ben là, je suis obligé de vous dire que de la potion magique, il n'y en a plus. Et les Gaulois ne peuvent plus résister, malheureusement, à ce train qu'est le REM. Au moins, si le REM avait été prolongé jusqu'à Chambly, telle était la promesse du gouvernement, au moins, on se dirait qu'on a un certain bénéfice. Bon, des bénéfices, il y en a quand même. Parce que, premièrement, pour certains usagers, ça va même coûter un peu moins cher. Et tant mieux. Une personne me disait pas plus tard qu'aujourd'hui que, bon, depuis l'absence de la voie réservée du Pont-Champlain, les temps de transport sont quand même assez excessifs. Donc, malgré le fait que les gens auront une correspondance à faire à Brossard, ils vont probablement y regagner en temps. Et on verra à l'usure. Ma collègue de Chambly, que j'ai visité hier, la mairesse Alexandra Labbé, me disait, quand on l'a fait, il y a eu de la grogne, évidemment. Aujourd'hui, il y a même un 10 % d'augmentation de la fréquentation. Et ça, la fréquentation, elle est importante parce que vous savez que depuis la pandémie, depuis 2019, et malheureusement, dans notre cas à nous, contrairement à Saint-Jérôme, ça n'est jamais revenu, l'autobus 96 a perdu 58 % de sa fréquentation. Probablement le télétravail, vous allez me dire. Il y a aussi des Joannais en ce moment qui se rendent au REM avec leur auto. Il y en a. Combien, on ne le sait pas, mais il y en a. Ils tournent en rond souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de places de stationnement. Peut-être seront-ils tentés d'utiliser le nouveau transport. Il y aura un transport vers le 10-30, transport également vers Panama. Bref, c'est le scénario dans lequel on est et je vous fais grâce des enjeux de financement dont on vous reviendra dans quelques semaines. Et tout le monde est au prix dans le même bateau. Là, nous, Saint-Jean, on modifie nos trucs par rapport au REM, mais dites-vous que les villes sur la Rive-Nord et la Rive-Sud, et même Montréal et Laval, sont aux prises avec de graves problèmes de financement. Ça fera sûrement l'objet de certaines sorties durant la prochaine campagne électorale provinciale. Et il y aura bien sûr, dans les prochains jours, une campagne publicitaire qui va expliquer tout ça, le déclinement et le rabattement vers le REM. Je tenais évidemment à prendre quelques instants pour vous en parler. C'est quand même une décision importante pour les usagers. Usagers, qu'il faut le dire, pour la 96, sont au nombre d'environ 800 passagers par jour en moyenne, ce qui est beaucoup moins que ce que ça a déjà été, bien sûr, avant la pandémie. Bien voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Mon nom est Ghislain Plourde. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine. Au revoir.